Oui, donc je vais commencer mon cours pour une piqûre de rappel, s'il vous plaît. Vous me suivez? Alors, vous êtes sans ignorer que nous étions sur la partie risque-qualité pour des personnes qui étaient là. Et on avait défini le risque-qualité comme étant le fait de l'incertitude. Et vous devez savoir aussi que la nouvelle norme, donc la norme ISO 9001 dans sa version 2015, a mis un accent fort sur l'approche risque. Et aujourd'hui, toute démarche qualité doit prendre en compte le facteur risque. Bon, comme vous le savez, le risque est un facteur plutôt négatif si on n'arrive pas à le maîtriser dans un processus qualité. D'où l'intérêt, bien sûr, en d'identifier le danger, d'associer à ces dangers-là le risque, d'analyser ces risques, de l'évaluer et enfin, derrière, de mettre en place des moyens de maîtrise afin de maîtriser ces risques-là. Donc, nous avons vu dans la démarche qualité l'impact pour les clients. OK. Puisque la démarche qualité a changé. La démarche qualité, on a vu précédemment, a apporté de nouvelles notions. La démarche qualité a apporté un lot des exigences qu'il faut respecter. Et donc, à titre de rappel, je veux mettre un accent sur l'impact client. C'est des choses qu'on a déjà vues. Je sais de faire une piqûre de rappel, de telle sorte qu'on puisse voir un peu tout ce qui entoure cette notion de risque-là. Et la prochaine fois, on reviendra sur notre étude des cas qu'on n'avait pas terminée la dernière fois qu'on s'est vu, pour les personnes qui étaient là. Et éventuellement, on va faire cette étude des cas. Ça vous permettra à travers cette étude des cas-là, de bien appréhender cette notion de risque qualité dans les processus qualité. Donc, à titre de rappel, on avait rappelé l'impact client par rapport à cette nouvelle norme qui mettait un accent sur l'approche risque, ok, puisque c'était une nouveauté, ok. Quel était l'impact client de cette nouvelle norme avec ces nouvelles exigences, ok. Alors, on avait dit qu'il y avait une plus forte implication et la responsabilité de la direction dans le système de management de la qualité. Et donc, la direction devait jouer un rôle moteur, ok, pour prendre en compte de nouvelles exigences de cette norme, donc la version 2015 de l'ISO 9001. Et on nous disait, on avait dit la fois dernière, même si la responsabilité et l'autorité pour le système de management de la qualité doivent être désignées, sachant que dans la version ISO 9001, la version 2008, ok, la responsabilité et l'autorité du système de management de la qualité étaient désignées ou incombaient en fait aux responsables qualité. Mais de moins, vous devez savoir que c'est la direction qui a la responsabilité de l'efficacité du système de management de la qualité. Vous me suivez là ou pas? Si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Vous arrivez à me suivre? Allô? Et si vous avez des questions, vous m'interrompez, vous me posez vos questions. Et donc, vous devez savoir dans la version 2008 de l'ISO 9001, la responsabilité du système de management de la qualité incombait, on a rappelé, au responsable qualité. OK. Et dans la nouvelle version, donc la version 2015, impose que la direction puisse prendre la responsabilité de l'efficacité du système de management de la qualité. Alors, quand on parle de la direction, on voit le directeur général, on voit tous les membres du CODIR, donc les chefs de département, chefs de division. Et donc, le système de management de la qualité ne doit pas être de la responsabilité seulement du responsable qualité, mais de la direction. La direction, donc, c'est le noyau dur qui constitue le comité de direction, qu'on appelle le CODIR, tout simplement. Donc, en prenant en compte cette responsabilité, c'est une manière de s'engager à maîtriser le risque. Autre point, impact sur le client qu'on a souligné. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, vous posez des questions. S'il y a des points que vous n'arrivez pas à bien comprendre, vous m'arrêtez, vous posez votre question, je vous réponds. Et si vous avez aussi des questions pour plus tard, nous avons un groupe WhatsApp. Monsieur Dehaut qui est en face de moi, il est dans la même salle que moi. Prenons la responsabilité de prendre les numéros des nouvelles personnes et insérer dans le groupe WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions.
Haut impact client, donc la direction doit utiliser les systèmes de management de la qualité pour servir la finalité et les orientations stratégiques de l'organisme. OK. Donc, tout ce qui est orientation stratégique, c'est des dispositions stratégiques de l'organisme. Ça passe par la définition de la politique de l'entreprise. OK. Dans cette politique, nous savons qu'on a des axes stratégiques et ces axes stratégiques se déclinent en objectifs. OK. Et ces objectifs se déclinent en programme. Alors, en programme comme des plans d'action. Parce que quand on définit les objectifs ne peuvent pas se piloter seuls. On ne peut pas atteindre un objectif, ne peut pas se piloter seul pour atteindre son but, non. Il faut bien qu'il y ait des actions qu'on assigne à ces objectifs-là et qu'il y ait des personnes qui vont piloter ces actions-là afin d'atteindre ces objectifs. Donc, vous comprenez, euh, les orientations stratégiques, ici, c'est des axes stratégiques que la direction doit définir à travers sa politique qualité. Et dans cette politique qualité, on a des objectifs qui vont se décliner. Et de ces objectifs-là, se déclinent en fait des programmes qu'on appelle des plans d'action avec des actions qui vont être pilotées. Et ces actions-là vont permettre, bien sûr, d'atteindre des objectifs qu'on s'est assignés, tout simplement. Prendre en compte le contexte, les attentes et besoins pertinents des parties intéressées. Alors, ces notions de contexte, on l'a aussi expliqué pour les personnes qui étaient là au début. On a dit, la norme nous dit, dans son chapitre 4.1, de définir son contexte. C'est-à-dire que toute entreprise doit contextualiser sa situation. OK. Contextualiser sa situation sous-entend quoi? On doit définir un contexte dans lequel l'entreprise opère. Il s'agit de définir le contexte interne et le contexte externe dans lequel l'entreprise opère. Le contexte externe va pouvoir donner à l'entreprise d'identifier des opportunités et des menaces. OK. Et dans le cas du contexte interne, l'entreprise va pouvoir identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, on va arriver à un outil qu'on appelle le SWOT, hein, le SWOT qui nous permet de déterminer les forces, les faiblesses dans le cas du contexte interne et tout ce qui est menace, opportunité dans le cas du contexte externe. Donc, la norme nous dit de prendre en compte le contexte, OK. En plus de prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte les attentes et les besoins pertinents des parties intéressées. Mais qui sont ces parties intéressées? On a défini les parties intéressées comme étant euh, toutes les parties qui ont une influence interactive avec l'entreprise, avec notre organisme. OK. On prend par exemple les clients, c'est une partie intéressée pour une entreprise. Les, les concurrents, c'est une partie intéressée pour une entreprise. Les employés qui font partie d'une entreprise sont des parties intéressées aussi, des employés d'une entreprise, parce que les employés influencent l'entreprise. Si les employés décident de ne plus travailler, ben, l'entreprise risque d'avoir des problèmes. Donc il y a une influence interactive. Si l'employeur décide de ne pas payer, par exemple, les employés, il risque d'avoir un problème. OK. Parce que si on ne paye pas les employés ne vont pas travailler. Donc, il y a une influence interactive. Donc, une entreprise dépend de ses employés l'employeur dépend aussi de ses employés. Les employés dépendent aussi de leur employeur, tout simplement. Donc, les parties intéressées, c'est une partie, une entité ou un groupe de personnes qui ont une influence interactive avec notre entreprise, donc notre organisme, tout simplement. Donc, on parle des clients, des concurrents, des employés, des bailleurs de fonds, des investisseurs, même notre centre hospitalier, là où nous partons nous soigner dans le cadre de notre entreprise, c'est une partie intéressée. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là sur ces diapos? Parce que je vais passer au diapo suivant. Avez-vous des questions? Allô? Allô? Tu m'entends? Avez-vous des questions ou c'est clair?
Pas pour l'instant. Donc c'est clair. Et sachant que s'il y a des questions, euh, s'il y a des questions, ben, on a un groupe WhatsApp, comme je dis, pour les personnes qui viennent d'arriver. Mettez-vous en contact avec Déo. Déo va insérer votre numéro de téléphone dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez poser autant vos questions. Mais les questions s'arrêtent après 20 heures. Après 20 heures, c'est une vie privée. Jusqu'à 20 heures, vous pouvez poser vos questions. Très bien. Alors, on passe au diapo suivant. Vous me suivez, ce diapo? Oui? Vous y êtes? C'est bon? Ok. Donc, pour affiner cette notion de risque, puisque nous sommes dans l'approche risque, toujours l'impact sur les clients, l'impact de la nouvelle norme, puisque la nouvelle norme, ISO 9001 dans sa version 2015, met un accent sur l'approche risque. On a dit que les risques, c'est l'effet de l'incertitude, c'est ce qu'on avait défini. L'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs qu'on a définis. Donc, comment mener cette démarche d'analyse des risques? Alors, il faut déterminer les risques et opportunités et intégrer les risques dans le processus. Sachant qu'un processus, on l'a défini, pour ceux qui ont encore la mémoire fraîche, hein, je vais rappeler la définition d'un processus. On avait défini un processus comme étant un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les données d'entrée en données de sortie. Un processus étant un ensemble d'activités qui transforment les données d'entrée en données de sortie. Donc la donnée d'entrée n'est autre que des exigences des clients. Il y a un client qui vient vous voir, qui vous demande de lui fournir un produit. OK, vous devez prendre en compte ces exigences. Ça constitue une donnée d'entrée. Et en données de sortie, ces exigences-là vont être pilotées au sein des activités constituant un processus pour en faire sortir une donnée qu'on appelle une donnée de sortie. Ben, les données de sortie, c'est quoi? C'est soit un produit ou un service que vous rendez à ses clients qui, initialement, vous a défini ces exigences. Donc, un processus est un ensemble d'activités corrélées ou interactives, corrélées des activités qui sont liées, qui sont indissociables, ou interactives. Ces activités-là interagissent entre elles pour transformer les données d'entrée, qui sont des exigences des clients, en données de sortie. Données de sortie, c'est le produit et les services que les clients attendent vis-à-vis de ces exigences définies initialement. Est-ce que c'est clair cette notion de processus? Et donc, la norme ISO 9001 dans sa version 2015, avec l'approche risque associée à cette norme, nous demande de maîtriser les risques au niveau des processus. Mais étant donné que les processus sont émaillés des activités, et donc la norme veut tout simplement dire que si on arrive à maîtriser les risques au niveau des activités, on arrivera à maîtriser les risques au niveau du processus, puisque le processus est émaillé des activités. Et si on arrive à maîtriser les risques au niveau des activités et par conséquent des processus, on va pouvoir garantir la donnée de sortie qui sort de ce processus-là, qui est le produit et les services qu'on livre aux clients. On va pouvoir garantir la conformité de cette donnée de sortie-là, qui est le produit et les services à destination des clients. Et donc, étant donné que cette démarche d'analyse des risques nous demande de déterminer les risques et les opportunités. Alors, l'opportunité, par définition, j'attendais que quelqu'un me posait la question, c'est quoi l'opportunité? Alors, on définit l'opportunité comme étant un risque positif. OK? L'opportunité, c'est comme l'occasion de transformer les risques réels qui est négatif en risque positif. Risque, effet de l'incertitude, considéré étant un aspect négatif. Opportunité, c'est un risque positif. OK. On peut dire que c'est l'occasion de maîtriser les risques. Donc, la norme nous dit nous devons déterminer les risques et les opportunités. Mais on sait que le risque n'est possible
qu'ici, le danger s'exprime. Avant la notion, en qualité, on parle du couple danger-risque, ou on parle du couple cause-conséquence. C'est-à-dire, si on arrive à maîtriser les causes qui sont considérées comme des dangers dans la démarche qualité, on n'aura jamais des conséquences. Si on n'arrive pas à maîtriser les causes, forcément on aura des conséquences. Donc la démarche va constituer à quoi? Cette démarche d'analyse des risques va constituer dans un premier temps à identifier les différents dangers qui émaillent notre système qualité, notre processus qualité. Une fois qu'on identifie ces différents dangers, on va pouvoir, bien sûr, maîtriser le risque, associé à ces dangers-là. C'est pourquoi dans la démarche, on nous dit, voilà, on doit identifier les dangers qui sont considérés comme des causes, des sources potentielles qui peuvent générer des risques. Une fois qu'on identifie ces causes-là, qui sont des dangers, on analyse les risques associés à ces dangers ou les conséquences pour éviter les conséquences associées, bien sûr, à ces causes qui vont générer éventuellement les conséquences. Une fois qu'on analyse les risques ou on analyse les conséquences associées aux dangers et aux causes, on doit pouvoir après évaluer les risques ou les conséquences qui ont été générées par les causes et les dangers. Et une fois qu'on évalue, parce que l'analyse des risques consiste tout simplement à déterminer une formule, on a vu avec ce qui était là, à déterminer la formule qui est égale à la criticité, qui est égale au produit de la probabilité fois la gravité, tout simplement. Alors, la probabilité, c'est ce qu'on appelle la possibilité d'apparition des risques. La gravité n'est autre que des conséquences générées par cette possibilité d'apparition des risques. Donc, on identifie les dangers et les causes, on analyse les risques et les conséquences, on évalue parce que la méthode d'analyse des risques, enfin cette notion d'analyse des risques et d'évaluation des risques, c'est deux notions distinctes. L'analyse des risques va consister à mettre en œuvre la formule de la criticité qui est égale au produit de la probabilité fois la gravité. L'évaluation des risques, une fois que tu aurais trouvé le produit de la criticité qui est égal à la probabilité fois la gravité, tu as une valeur. Il y a un seuil qu'on appelle le seuil de significativité. On verra ça lors de l'étude des cas. Et ce seuil de significativité-là, en fait, c'est une valeur que l'organisme ou l'entreprise choisit pour comparer la valeur de la criticité à celui-ci, au seuil de significativité. Si quand on compare comparativement, on constate que cette criticité est inférieure au seuil de significativité, on décide que le risque est mineur. Si, par conséquent, cette criticité est strictement supérieure au seuil de significativité, on déduit que le risque est majeur. Et donc, la notion d'évaluation des risques consiste tout simplement à apprécier l'ampleur des risques. De se dire, voilà, j'ai analysé mon risque. L'analyse des risques, donc, c'est le produit de la criticité qui est égal à P fois G. Une fois j'ai trouvé une valeur, puisque P, c'est des valeurs qu'on vous donne, G, c'est des valeurs qu'on vous donne. On verra ça lors de l'étude des cas. Une fois je trouve la valeur de la criticité, je compare au seuil de significativité. Le seuil de significativité, c'est aussi une valeur qu'on vous donne, c'est une constante qu'on vous donne. Et vous comparez les deux, tout simplement. Vous appréciez les risques pour dire si votre risque est mineur ou le risque est majeur. Donc, si c'est strictement inférieur au seuil de significativité, vous avez un risque mineur. Si c'est strictement supérieur au seuil de significativité, vous avez un risque majeur. Et donc, l'évaluation des risques va consister à apprécier ces risques. Est-ce qu'il est majeur? Est-ce qu'il est mineur? Bien évidemment, un risque mineur, les actions de maîtrise de ces risques mineurs va constituer à mettre en place des actions de sensibilisation. Ça peut être des réunions,
Ça peut être une formation, ok, pour les cas des risques mineurs. Et quand on arrive à des risques majeurs, euh, ça, ça va nécessiter des moyens de maîtrise immédiats et costauds selon l'ampleur du risque majeur qu'on vient d'identifier. Et donc ici, dans ces tableaux, si vous avez des questions, vous les posez. Hein. Dans ce diapo qu'on vous présente, on vous dit comment faire pour bien sûr analyser les risques. Ben, vous devez identifier les risques et les opportunités. Ok, au sein des processus du système de management de la qualité. On a dit qu'un risque, c'est l'effet de l'incertitude, ok, sur l'atteinte des objectifs, et l'opportunité, c'est un risque positif. Prenons par exemple, nous sommes dans un contexte de crise aujourd'hui. Il y a des entreprises, avant la crise sanitaire et la crise économique que nous vivons, des entreprises pétrolières étaient confrontées à la crise liée à la baisse du baril du pétrole, n'est-ce pas? Et beaucoup des entreprises qui étaient dans le secteur pétrolier, à cause des risques liés à la baisse du baril du pétrole, ont vu leurs activités s'arrêter ou ils se sont vus perdre des chiffres d'affaires qui commençaient l'argent, enfin, le chiffre d'affaires commençait à diminuer. OK. Le risque, en ce moment-là, c'est quoi? Le risque est lié au contexte lié à la baisse du baril du pétrole. OK. Mais quelles sont les opportunités qu'une entreprise qui travaillait spécialement dans le pétrole, en ce moment-là, peut identifier? C'est-à-dire des occasions ou des moyens pour éventuellement pallier à cette situation-là. Mais par exemple, une entreprise qui travaillait dans le secteur pétrolier, puisque le secteur pétrolier, c'est un secteur qui n'est plus porteur, des opportunités ou je dirais, euh, des opportunités de gagner des marchés, ben, cette entreprise-là peut trouver des opportunités d'investir ailleurs. Par exemple, d'investir dans l'agriculture, ok, pour garder un certain niveau de fonctionnement, pour garantir la survie de l'entreprise. Ok. Donc, à un risque ou à plusieurs risques identifiés, on peut identifier des opportunités, éventuellement. Parce que le risque, c'est le facteur négatif qui emmène des entreprises, bien sûr, un jour à fermer leurs portes si on n'arrive pas à maîtriser ces risques-là. Sachant que les risques, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques stratégiques, autant de risques qu'on peut citer. Donc, la démarche fait que nous identifions les risques et les opportunités. Sachant tout à l'heure, cette démarche d'analyse des risques et des opportunités, on doit identifier ces risques et ces opportunités, bien sûr, en réalisant l'analyse du contexte, donc en contextualisant notre organisme. Puisque dans le contexte de notre organisme, je vous ai dit qu'il y avait deux contextes. Il y a le contexte interne et externe. Dans le contexte interne, on identifiait nos forces et nos faiblesses. Et dans le contexte externe, on identifiait nos opportunités et nos menaces. OK? Les opportunités, ça provient de l'extérieur. OK? Les menaces, ça provient de l'extérieur. Ça peut être des menaces liées à la concurrence. Ça peut être des menaces liées à quoi? À la conjoncture actuelle. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et dans un contexte qui entraîne un contexte de crise, je dirais, économique. OK? Et tout ça, ce sont des menaces liées au contexte externe que l'entreprise subit. Donc, vous devez identifier les risques et les opportunités. Une fois que vous avez identifié vos risques et opportunités, vous analysez et puis osez les risques et opportunités. L'analyse, c'est ce que je venais de vous expliquer. Il s'agit de faire l'analyse des risques et des opportunités. Ben, cette analyse se matérialise comment? Ben, par une formule simple qu'on appelle la criticité, donc C, qui est égale, bien sûr, au produit de la probabilité fois la gravité. On a expliqué la probabilité comme étant des possibilités, okay? La possibilité d'apparition des risques,
Et la gravité n'est autre que les conséquences que ça génère. Si le risque apparaît, quelles sont les conséquences que ça génère? Et donc, c'est ça, la démarche d'analyse des risques. Déterminer la criticité qui est égale au produit fois G. Probabilité d'apparition des risques multipliée fois la gravité qui n'est autre que la conséquence que le risque génère. Vous devez donc analyser et prioriser les risques et opportunités. Une fois vous analysez et priorisez les risques et opportunités, alors il y a une conjonction de coordination. On vous parle d'analyse et prioriser. L'analyse, c'est l'analyse des risques. Prioriser, en fait, c'est l'évaluation des risques. L'analyse des risques vous permet de déterminer, d'appliquer la formule criticité qui est égale à P fois G, probabilité fois la gravité. Et une fois que vous déterminez la valeur de la criticité, ça on le verra quand on va poursuivre l'étude des cas, vous devrez évaluer les risques et opportunités. Donc, deux notions distinctes. Analyser les risques et opportunités et évaluer les risques et opportunités, c'est deux notions distinctes. L'analyse des risques, on applique bêtement la formule criticité qui est égale à la probabilité fois la gravité. Et l'évaluation de risques va nous permettre de prioriser les risques et opportunités, puisque l'évaluation de risques va nous permettre d'apprécier l'ampleur des risques et opportunités. C'est-à-dire, avec la valeur de la criticité qu'on vient de déterminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va comparer à un seuil de significativité qui est une valeur constante qu'on va vous donner pour voir si c'est strictement inférieur à Y, ce seuil de significativité. En ce moment-là, vous dites que votre risque est mineur. Il n'y a pas lieu de prioriser ces risques-là. Par contre, si c'est strictement supérieur à Y, qui est le seuil de significativité, là, votre risque et opportunité est majeur. Et là, vous allez prioriser ces risques et opportunités qui sont majeurs pour mettre des actions immédiates afin de les maîtriser. Si vous ne mettez pas des actions immédiates, éventuellement, ces risques et opportunités, ou disons les risques, puisque le risque c'est le fait d'incertitude, c'est ce qui est très négatif, va impacter vos activités, votre processus. Et cela ne va pas garantir la conformité de votre produit et service. D'où cela nous emmène, bien sûr, à identifier des actions à mettre en œuvre. C'est des actions dont je vous parlais tout à l'heure. Face à un risque majeur, vous avez besoin de mettre en place immédiatement des actions afin de maîtriser ces risques majeurs. Pour un risque mineur aussi, on peut mettre des actions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont des actions de sensibilisation. Ça peut se limiter à de la communication, à une réunion. Là, on rappelle des gens, voilà, faites attention par rapport à telle activité, il y a un risque qui est mineur, mais voilà, vous devez faire attention comment vous menez vos activités au sein de vos processus. Vous y êtes? Allô? Très bien. Et donc, une fois que vous identifiez les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités que vous avez bien sûr priorisées, donc vous avez choisi comme prioritaire à traiter, vous mettez les actions, vous mettez en œuvre un plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est quoi? Un plan d'action, c'est un plan dans lequel vous avez des actions que vous avez définies face à une problématique. Et une action ne peut pas se piloter seule. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient affectées à chaque action. Prenez par exemple, vous avez un risque lié à la crise économique ou à la baisse du chiffre d'affaires, par exemple. C'est un risque financier. OK? Il faut bien que vous analysiez ces risques-là, OK, et voir quelles sont les opportunités que vous pouvez identifier face à cette situation des baisses de chiffre d'affaires. Une fois que vous identifiez des opportunités, bien sûr, ces opportunités-là vont se transcrire en action, à mettre en œuvre. Et ces actions-là ne peuvent pas se piloter seules. Il faut bien qu'il y ait des hommes, qu'on désigne M. Makaya, M. je sais pas, Oboa, M. Sunda. Toi, monsieur, tu vas t'occuper de telle action. Par exemple, aller rencontrer les clients. OK, on sait qu'on est en période de crise, il fallait rencontrer les clients. OK, pour garantir notre part des marchés vis-à-vis de la concurrence. Et donc, c'est peut-être les commerciaux qui vont s'atteler à bouger, bien sûr en respectant les mesures barrières, vu le contexte,
aller rencontrer les clients pour ramener les clients au sein de l'entreprise pour que nous garantissons notre chiffre d'affaires. Donc, on doit mettre en œuvre un plan d'action. Le plan d'action, on a la problématique, on a l'action face à notre problématique. On désigne une personne, ok, la personne chargée de mener l'action. On lui colle des deadlines, donc des délais, puisqu'une action ne peut pas être ouverte d'une manière indéfinie, hein. Donc, il faut bien que ça soit bouclé dans le temps et dans l'espace. Et on surveille la mise en œuvre de cette action, tout simplement. Et donc, vous avez votre plan d'action et vous évaluez même l'efficacité de cette action. Quand elle est mise en œuvre, vous êtes capable, vous devez être capable d'évaluer l'efficacité de cette action pour vérifier si cette action qui a été mise en œuvre est efficace. Ce n'est pas parce que M. Macaire vient vous dire que voilà, j'ai rencontré tel client, et derrière, vous dites que voilà, ces actions sont efficaces. Non, il faut évaluer l'efficacité de ces actions. Quel est le résultat final? Donc, une fois que vous mettez en œuvre le plan d'action, vous devez vérifier l'efficacité des actions. C'est ce que j'ai expliqué. Une fois que vous vérifiez l'efficacité des actions, pour mesurer, bien sûr, hein, l'atteinte des actions, pour voir si l'action attribuée à monsieur, assignée à M. Makaya, par exemple, est une action qui apporte des fruits. Et l'évaluation de l'efficacité de l'action, ça ne se fait pas d'un jour, hein. Il faut une certaine période. OK, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, pour voir si l'action entreprise par M. Makaya que d'aller rechercher des clients apporte des fruits. OK? Et une fois que vous évaluez l'efficacité de cette action, vous devez apprendre de l'expérience. Alors, vous devez, c'est des retours d'expérience, hein, des REX. Si, par exemple, l'action de M. Makaya atteint son but, ben, vous devez prendre l'exemple de cette action, de la démarche entreprise par M. Makaya, ok, comme un retour d'expérience pour aller dans, dans le même sens. OK? Et après, vous refaites la même chose, vous identifiez de nouveaux risques parce que le risque, il est permanent. C'est pourquoi on parle du risque zéro qui n'existe pas, puisque le risque est là. Donc, il faut toujours être en permanence dans cette démarche d'analyse, donc d'identification des risques, des opportunités, d'analyse qui va se faire d'une manière, je dirais, cyclique. OK? Et cette démarche d'analyse des risques, puisqu'on nous dit comment faire, reprend en fait à l'approche qu'on appelle PDCA. Alors PDCA, pour certains hein, qui étaient là depuis le début du cours, c'est l'approche de Deming. Oh, Deming, c'est un penseur, hein, un savant qui a mené des réflexions sur la démarche qualité concernant l'amélioration continue de la démarche qualité dans les entreprises. Il s'est dit, voilà, pour qu'une entreprise soit dans une vision d'amélioration continue, une entreprise doit planifier, donc c'est le P, ok, plan, doit mettre en œuvre, d'où l'idée, doit vérifier les actions mises en œuvre, c'est le check, le C, et doit acter, donc agir face aux actions mises en œuvre. Si ces actions-là ne sont pas atteintes, ok, il faut agir, ok. Donc d'où la nécessité d'identifier à nouveau les risques et les opportunités et ça crée un cycle qu'on appelle PDCA, donc Plan, Do, Check, Act. C'est un processus d'amélioration continue de la démarche qualité. Voilà pour expliquer d'une manière succincte et développée, bien sûr, cette approche d'analyse des risques qualité selon l'approche PDCA. Avez-vous des questions sur ce diapo? Monsieur, mesdames, avez-vous des questions? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Avez-vous des questions? Oui, Simon, je sais que c'est une révision. Et j'ai fait ça pour les 3 autres personnes qui viennent d'arriver. Sachant qu'il nous reste 12 heures, il faut qu'on accélère. Et les autres? Oui.
Pas pour l'instant. Très bien. Très bien. Il est 18h24. On termine à 30 normalement. Alors, on va poursuivre, hein. Donc, le risque qualité au sein des systèmes de management. Vous me suivez, le diapo suivant? On vous dit le risque actuellement est devenu un facteur fondamental dans la stratégie ou le développement des entreprises. Pourquoi un facteur fondamental? Mais parce que le risque tue les entreprises. Les risques poussent ces entreprises à fermer leurs portes. OK? Ceux qui sachent le maîtriser pourront déduire des plus-values sûres et pourront ainsi garantir la pérennité de leur organisme. Donc, si on arrive à identifier les risques et opportunités, à analyser ces risques et opportunités, à les prioriser, donc à les évaluer pour mettre la priorité sur les risques majeurs et à mettre en place des actions face à ces risques majeurs afin de les maîtriser et d'évaluer l'efficacité de ces actions-là, ben, meilleur c'est, ça va permettre la pérennité de nos organismes. OK? Meilleur c'est, ça va permettre de maîtriser nos activités et nos processus, par conséquent, et aussi le produit et le service qui sont de données des sorties de ce processus, puisqu'on a dit qu'un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui permet de transformer les données d'entrée en données de sortie. Données d'entrée, l'exigence client, données de sortie, n'est autre que, bien sûr, le produit et les services que le client vous demande de satisfaire vis-à-vis de ces exigences initialement définies. Donc, la non-vigilance en matière de risques peut causer malheureusement la faillite totale de l'organisme. OK? Si on n'arrive pas à maîtriser les risques dans nos entreprises, malheureusement, ces risques-là vont impacter les activités. Si ça impacte les activités, mais ça va impacter les processus. Si ça impacte les processus, ça va impacter les produits et services qui sont à destination des clients. Ben, s'ils ne sont pas conformes, mais les clients ne voudront plus vous rencontrer, ne voudront plus travailler avec vous. Votre entreprise sans client, votre entreprise n'a pas une plus-value, n'a pas de valeur. OK? Voilà, tout simplement. Ben, c'est là la norme, le management de risque ISO 31000, le principe qui part des principes et lignes directrices. On nous définit les risques comme le fait de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. OK? Donc un risque, c'est tout ce qui est négatif sur l'atteinte des objectifs d'une entreprise, d'un organisme. Donc un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d'un événement et de la probabilité d'occurrence. Donc un risque, finalement, si on l'écrit via une formule mathématique, le risque est égal à la criticité qui est égale au produit, donc de la combinaison des conséquences qui sont la gravité multipliée par la probabilité d'occurrence. Donc la probabilité, ben, c'est la possibilité d'apparition des risques. Donc, pour dire, in fine, le risque est égal à la criticité qui est égale elle-même, la criticité, au produit de la probabilité fois G. G, conséquence, P, probabilité d'occurrence, tout simplement. Et c'est cette formule qui nous permet d'analyser le risque. Quand on vous parle d'analyser les risques, c'est appliquer bêtement la formule des risques qui est égale à la criticité, qui est égale au produit des P, probabilité d'occurrence multipliée par la gravité, qui sont les conséquences. Mais je pense qu'on va s'arrêter par là. Avez-vous des questions, puisqu'il est 18h27? Est-ce que c'est clair pour vous? Je sais que ça peut paraître chaud pour certaines personnes qui viennent d'arriver. Pour des anciens et des anciennes qui ont commencé le cours dès le début, bon, c'est une révision. Pour les autres, avez-vous des questions? C'est comme vous avez dit, pour ma part, franchement, c'est un peu chaud. Je ne peux me prononcer ou bien poser une question parce que c'est vrai que j'essaie d'écouter, entendre, Oui? essayer un peu de comprendre ce que vous avez dit, Oui? mais il faut quand même un support. Donc là, je n'ai pas de question en tout cas, parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas vraiment compris. Je crois que avec le support, peut-être ça va. Donc, Voilà. ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, vous devez prendre, c'est ma vie, c'est ça? Oui, monsieur.
Alors, vous devez prendre votre cours auprès des anciens. Alors, le chef de classe, il est là, Déo, il est en face de moi. Vous prenez le cours auprès des Déo. Tout le cours depuis le début jusqu'à ce qu'on s'est arrêté, le dernier cours. Vous prenez le cours, D'accord. au chef de classe ou à d'autres collègues qui sont proches de vous. Et une fois que vous prenez le cours, vous essayez de regarder le cours. Une fois que vous regardez le cours, si vous avez des questions, Déo est là. Vous enverrez, vous avez le numéro de Déo, vous le connaissez? Non? Oui? Oui, oui, oui. Ben voilà, vous enverrez votre numéro. C'est toi qui, voilà, il est en face de moi. Vous enverrez votre numéro à Déo et puis il va vous insérer dans le groupe WhatsApp. Et si vous avez des questions, vous les posez. Mais les questions sont ouvertes de 9 heures jusqu'à 20 heures. Au-delà de 20 heures, plus de questions. Vous comprenez? D'accord. Voilà. D'accord. Donc prenez déjà le cours, tout le cours. Et la prochaine séance, voilà, on va s'étaler sur l'étude des cas qu'on a eu à faire la fois dernière. On va s'arranger, on va écrire sur le papier board qui est là, le tableau qui est là. Bon, si Déo il sera là, c'est lui qui sera au tableau. Bon, on va réexpliquer ce qu'on a fait avant et puis, in fine, terminer cette étude des cas, ça pourra vous permettre de bien comprendre cette notion d'analyse des risques. D'accord. Voilà. Simon, tu pourras passer nos numéros à Déo, s'il te plaît? Oui, 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 c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Pas pour l'instant. Monsieur, Oui? monsieur, Oui? lors du dernier cours avec vous, vous avez promis de nous envoyer le cours via votre boîte mail. Mais je vous ai donné le cours dans une clé USB, là. Il y avait un étudiant, je crois que c'est toi, non? Le dernier cours, Non, pas du tout. pas du tout. On n'a rien. Et il nous a pas fait parvenir le cours juste aujourd'hui. Mais c'est bizarre. Ce jour-là, j'ai remis le cours à une personne qui avait une clé USB et j'ai demandé à cette personne de les partager. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous envoyer le cours sur cette notion d'analyse des risques dans laquelle nous sommes. Tous les diapos. Je vous enverrai ça. Alors, j'ai que les adresses des anciens étudiants. Je vais vous envoyer ça. Après, les nouvelles personnes, tu pourras t'en charger. Comment tu vas faire? Tu m'en- Vous donnez vos adresses électroniques à Déo. OK? Et moi, je vous enverrai ça via mon adresse électronique. OK? J'envoie pas par WhatsApp. C'est toi qui fais par WhatsApp. Voilà. Donc, tu récupères tout ça, tu m'envoies par WhatsApp. Les adresses électroniques, j'insère dans mon fichier et puis je vous envoie. OK? Donc, je vous enverrai tous les diapos relatifs à l'analyse des risques et vous aurez déjà ça. Et puis, voilà quoi. Vous revisez, même pour les nouvelles personnes, pour que la prochaine fois, ces personnes-là puissent avoir déjà des notions. Et s'il y a des questions, on pourra les poser pendant l'étude des cas. C'est bon? Mais très bien. Je vous souhaite bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Très bien. Merci, bonne soirée. Merci.